Bien, depuis ce matin sur la tribune.fr et ici à l'hôtel de région de Marseille, nous parlons de transition, d'économie, d'écologie, de décarbonation, d'industrie verte. Mais le nerf de la guerre pour sauver la planète, comme le disait un des intervenants précédents, c'est d'investir, de mettre de l'argent. Et pour mettre de l'argent, il faut trouver des financements. Le projet carbone que présentait tout à l'heure sa directrice générale ne verrait pas le jour sans un certain nombre de financements, y compris publics. Pour en parler, pour parler de l'avenir des territoires et comment aller vite, puisqu'on a une dizaine d'années quand même devant nous, une révolution industrielle assez considérable à mettre en place. On sait qu'il va falloir beaucoup d'argent, ça a été évalué. Il y a un rapport assez connu d'un économiste, peut-être que vous avez entendu parler, de Jean Pisani-Ferry, qui avec le plan, avec le CAE, a remis un rapport qui dit qu'il faut 66 milliards d'euros d'investissement supplémentaires par an pour arriver à faire cette transition. Il va falloir évidemment savoir qui va financer tout ça. La dette, certainement, mais il y en a déjà beaucoup. Les banques et les financeurs, le capital. Et puis peut-être aussi, on verra, le consommateur ou le contribuable. Ça peut être une des questions qui sera soulevée d'un point de vue démocratique. Alors peut-être pour parler de tous ces sujets, je vais vous présenter d'abord les intervenants. À ma droite, Yvan Cordier, qui est le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône et qui s'occupe en particulier d'un sujet qui vous intéressera, j'imagine, tous beaucoup, le projet France 2030, 54 milliards d'euros à l'échelle française, pas que du département ou de la région. À ses côtés, Cécilia Emiliani, qui est responsable financement de France Active de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je crois que votre président de France Active était avec le président de la République hier ou aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, ce réseau d'entrepreneurs qui s'occupe effectivement de financer beaucoup de projets. À vos côtés, Jérémy Estrader, donc vous êtes directeur général adjoint de la Caisse d'épargne, CEPAC. Et enfin, Dimitri de Lanversin, directeur de participation de Andera Infra, et vous occupez d'un fonds bien connu dans la région, puisque la région y participe, qui s'appelle Terranea. Alors peut-être on va commencer avec vous, Yvan Cordier, pour donner la parole et se débarrasser de la question du financement public, mais c'est quand même très important. Beaucoup de projets ne verraient pas le jour, effectivement, si l'État n'était pas là. France 2030, c'est une initiative évidemment qui aujourd'hui est bien connue, dirigée par Bruno Bonnel. Comment ça se passe sur le terrain? Quelle est la part qui pourrait être dévolue à la région? Et quelle est la gouvernance que vous employez pour essayer de sélectionner les projets? J'en parlais hier au dîner qu'on avait. Il y a des projets qui arrivent, mais c'est pas facile d'aller au bout. C'est un peu le parcours du combattant. On va essayer de le simplifier. D'abord, merci de votre invitation. Donc, effectivement, la transition écologique nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de capitaux. Alors, une partie d'entre eux seront apportés par le marché, par les ressources privées, par les banques, par des fonds. Mais une partie doit relever de la puissance publique parce que ce sont parfois des processus innovants. Et c'est bien l'objet du plan France 2030 lancé en novembre dernier par le président de la République, c'est de favoriser l'investissement en dotant le fonds de 54 milliards d'euros, vous l'avez évoqué, donc technologie innovante, et aussi soutenir la transition écologique et rattraper le retard industriel français quand on le compare à d'autres pays comme celui d'Allemagne. Alors comment on le décline localement? D'abord, je pense qu'il y a deux grands volets dans France 2030. Il y a le volet des appels à projets nationaux qui sont organisés sous l'autorité du secrétaire général pour l'investissement, Bruno Bonnel, auxquels répondent généralement plutôt des grands groupes très organisés et qui parviennent à monter des dossiers. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'ailleurs, se défend bien. On a déjà 370 millions d'euros engagés, mais il faut faire davantage. Et c'est une des demandes du préfet de région qu'on fait avec la collectivité régionale et d'autres acteurs, la CDC, Rising Sud, la BPI France, etc. Donc ça, c'est quelques exemples très concrets. Arcelor a sollicité France 2030 pour environ 2 millions d'euros pour décarboner son process. Alteo, qui est aussi une entreprise bien connue. Le GPMM qui sollicite l'aide de France 2030 via l'ADEME pour renforcer les quais et accueillir une filière d'éolien offshore. Donc ça, c'est le premier volet. Et puis, il y a un second volet qui a fait l'objet d'une expérimentation assez innovante entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le préfet de région. C'était de diffuser France 2030 auprès des PME
donc avec notamment deux outils. Un premier outil qui est une enveloppe régionale de 74 millions d'euros, donc qui est vraiment décidé par le préfet de région et par le président du conseil régional, sans passer par un process central trop compliqué. Et aussi, et ça c'est tout à fait innovant, de financer de l'ingénierie gratuite pour les PME de la région qui auraient un dossier, mais dont le dossier n'est pas suffisamment mature ou nourri pour solliciter une aide auprès de l'appel à projet. Donc c'est le process plateau avec une aide venant de EY, financée donc par la région et par l'État, et qui permet de monter en gamme. Donc voilà les deux grands outils de France 2030. Mais au-delà de France 2030, je souhaiterais aussi insister sur d'autres financements publics qui ne sont pas directement financeurs de la décarbonation, mais qui participent à l'effort, et notamment sur la zone de fosse, parce que la zone de fosse, depuis 12 mois, est vraiment identifiée comme le lieu de la réindustrialisation et de la décarbonation au niveau national, aux côtés de celle de Dunkerque. Et l'État, la région, vont participer au financement d'infrastructures importantes. Alors, on prévoit qu'il y a 11 milliards d'euros d'investissement sur cette zone à prévoir, dont 2 milliards relevant de la puissance publique. Et par exemple, c'est le CPUR, le volet mobilité du contrat de projet État-région. La Première ministre vient d'envoyer au préfet de région son mandat pour 377 millions d'euros. M. Beaune est venu au conseil régional pour annoncer cela, et c'est près d'1 milliard d'euros quand on additionne les contributions des collectivités locales. Et puis il y a d'autres segments, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais il y a le CPUR qui permet de favoriser les investissements sur l'axe Rhône, 100 millions d'euros, et puis aussi le fonds de transition juste de l'Union européenne. Donc au total, il y a peut-être, ça peut paraître, il y a beaucoup de segments, il y a beaucoup de fonds mobilisables. Enfin, soyez assurés que l'État régional et l'État local sera mobilisé pour accompagner tous les projets. Juste une relance sur un point, il y a de l'argent en fait, 54 milliards, c'est beaucoup. Et ce qui manque, c'est les projets. C'est la maturité des projets, et une des critiques qu'on pourrait faire peut-être à France 2030, c'est plus facile peut-être pour des grosses entreprises de faire monter des dossiers. Comment est-ce que vous dialoguez mieux avec les TPE ou les PME qui arrivent avec une idée innovante ou disruptive? Comment est-ce qu'elle peut arriver à avoir accès à ce type de financement? Ou est-ce qu'elle a besoin d'être mieux accompagnée? Il y a quand même, moi, ce qu'on me disait, c'est quelqu'un qui parlait ça dans un des départements de la région, c'est qu'ils avaient une quinzaine de projets, il n'y en a que 3 qui ont vu le jour, parce que c'est quand même un parcours du combattant pour les petites entreprises. Alors, c'est un souci central de bien diffuser dans le territoire. Donc, j'ai évoqué l'expérimentation avec le dispositif Plateau, qui est unique en France, mais également la désignation dans chaque département d'un sous-préfet France 2030 qui doit aller au contact des PME, les inciter à déposer notamment leur dossier dans un système très simple web qui s'appelle Démarche simplifiée, de se faire connaître, de faire connaître également les appels à projets nationaux qui ont une résonance particulière pour le territoire. Donc il y a vraiment cette idée du dernier kilomètre, d'aller au plus proche des entreprises qui sont a priori les plus éloignées de ces processus d'aide. Alors, bon, s'il y a des projets dans la salle, en tout cas, vous pouvez aller voir Yvan Cordier à la sortie de cette table ronde, il vous donnera les éléments. Peut-être on va continuer avec les financements privés. Alors, je vais peut-être commencer par vous, Cécilia et Miani, pour parler de ce réseau France Active, peut-être le présenter pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas bien, et le type d'action que vous pouvez avoir, notamment dans toujours cet objectif de décarbonation, d'industrie verte. Est-ce que vous voyez monter de plus en plus ce type de projet? J'allais dire aujourd'hui, quasiment tous les sujets sont de toute façon des sujets à empreinte écologique positive. Donc, merci pour l'invitation déjà. C'est bon, vous m'entendez? France Active, alors c'est un réseau associatif national qui s'appuie sur 35 associations territoriales qui couvrent l'ensemble du territoire français, et une association dans la région sud que je représente aujourd'hui. La particularité de ce réseau associatif, c'est qu'il s'appuie sur 2 sociétés financières, dont une qui est abondée par l'épargne solidaire des Français. Vous parliez tout à l'heure de financement citoyen.
Donc, en faisant en tant que citoyen ce choix d'investir sur des supports d'épargne solidaire, vous pouvez contribuer à financer des projets d'entreprises engagées et d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je vous arrête là-dessus, c'est une attente de plus en plus forte aujourd'hui des épargnants de savoir où va leur argent. Exactement. Quand même... Et on a, nous, des comptes à leur rendre à ces épargnants dans le type de projet qu'on choisit. On appelle un peu la finance à impact, voilà, ça devient un peu le réflexe naturel. Alors, quel type de financement vous pouvez proposer? Alors, quel type de financement? On a une palette qui est assez large, qui part de garanties bancaires. Donc, la volonté pour nous, c'est d'inciter les financeurs traditionnels à intervenir sur des projets peut-être plus risqués, sur des modèles économiques qu'ils maîtrisent moins, et de faire en fait par ce biais-là effet de levier, de faire bénéficier aux financeurs traditionnels aussi de notre expertise de ces domaines-là, donc de rassurer. Et on a aussi évidemment des outils de prêt, donc des financements patient. Je crois que la thématique, c'est aller vite, mais nous, on est des financeurs patients. Et pour aller vite, il faut de l'épargne patiente, c'est ça. C'est ça, exactement. Et c'est pas contradictoire. Alors, le plus patient, c'est l'État, mais il y a les autres. Voilà. Et donc, cette palette d'outils, elle est couverte notamment par des prêts participatifs, donc des prêts patients, moyen, long terme. Et on intervient dans une logique d'accompagnement tout au long de la durée des projets. Il y a une vraie présence. L'idée, c'est de pérenniser les modèles et de choisir les projets les plus engagés du territoire. Et on a pour ça une équipe qui est dans tous les départements de la région, au plus près des porteurs de projets, et qui nous permet d'avoir une connaissance assez fine des enjeux et des spécificités de chaque territoire. Est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples de projets que vous avez financés récemment? Oui, alors un projet emblématique qu'on a financé récemment à Marseille, qui est un projet dans l'industrie textile, donc c'est assez rare pour être souligné. On est très fiers de soutenir ce projet. C'est une entreprise d'insertion. Donc une entreprise d'insertion, c'est une entreprise qui emploie des publics éloignés du marché de l'emploi, justement, et qui vise dans leur parcours à les former et à construire avec eux un projet professionnel pérenne, qui peut passer in fine par l'embauche au sein de cette même structure ou dans d'autres structures. Là, en l'occurrence, dans l'industrie textile, c'est des métiers en tension. Donc, il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là. Donc, il y a cet enjeu d'inclusion et de formation sur des métiers en tension. C'est un enjeu aussi de réindustrialisation, puisque on en a tous pris conscience ces dernières années avec la crise sanitaire, avec la flambée des prix de l'énergie, qui avait un vrai enjeu stratégique à maintenir ces savoir-faire sur le territoire, des logiques aussi de limitation de l'impact environnemental, de maîtrise des chaînes logistiques. Donc c'est un projet qui répond pleinement à cet enjeu-là. Et puis c'est un projet, pour rebondir avec ce que vous disiez sur la transition écologique, qui a à cœur de mettre en place des processus de production les plus sobres et les plus économes possibles en énergie, ce qui pour nous est aussi un facteur de réassurance sur la pérennité du modèle, et puis de travailler dans une logique de coopération avec les acteurs du territoire. Là aussi, ça permet de limiter l'impact environnemental de l'activité. Donc, alors peut-être, avec Jérémy Estrader, on va poursuivre le tour de table sur le rôle des banques, évidemment, essentiel dans le financement de l'économie, mais dans un contexte qui est un peu nouveau, c'est peut-être dommage qu'on soit obligé de faire tous ces investissements avec retard, parce qu'on a connu une période de taux zéro, où emprunter ne coûtait quasiment rien, voire à des taux négatifs pour les États. Aujourd'hui, les taux d'intérêt ont été multipliés quasiment par 4 en un an. C'est une des remontées les plus rapides de l'histoire économique, d'aussi loin que personnellement je m'en souvienne, en tout cas. Et c'est vrai que c'est assez nouveau comme environnement, même si les taux restent à des niveaux 4% qui ne sont pas forcément très différents de ceux qu'on a connus il y a une dizaine d'années. C'est la violence du retournement peut-être qui surprend les acteurs économiques. Comment vous, au niveau bancaire, au niveau des financements de vos clients, vous voyez un peu les choses? Est-ce qu'il y a des contraintes de liquidité nouvelles qui sont en train d'arriver? Est-ce qu'on parle beaucoup? Alors, il y a eu plusieurs crises. Il y a eu celle, la plus spéculative, c'est les cryptos. Puis là, on commence à voir arriver la tech qui a des difficultés à financer, parce que demain, ça va être le capital investissement, le capital risque qui va être menacé. Alors, bonjour à toutes et à tous. Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, c'est vrai qu'on vient de changer il y a 18 mois d'environnement de taux, d'environnement de liquidité.
Moi, je suis plutôt de nature optimiste, donc je pense que même si la période est un peu agitée, finalement, les chefs d'entreprise qui sont ici dans la salle et qui sont nos clients, ils ont démontré ces 36 derniers mois leur capacité de résilience. C'est vrai que le contexte de taux n'est plus le même qu'il y a 18 mois et qu'il va falloir que l'on s'habitue collectivement à vivre dans un environnement de taux élevé. Je vous donne un exemple. Nous, il y a à peu près 18 mois, on se refinançait auprès de la trésorerie centrale de notre groupe à 0,50% à 10 ans. Il y a quelques jours, on se refinançait à 4,50%. Donc le coût de l'argent n'est pas le même et ça veut dire que, in fine, le coût de la liquidité pour nos clients n'est pas le même. Et dans un contexte d'inflation, puisque même si elle se détend un peu, on a eu il y a quelques semaines les chiffres d'inflation, 6,1 encore en zone euro versus 7% au mois d'avril, 5 points en France, on aura encore tout au long de l'année 2023 une inflation soutenue et une banque centrale européenne qui va continuer encore au moins au mois de juillet à remonter ses taux. Donc on va vivre dans les prochains mois dans un environnement de taux élevé. Concernant la liquidité, c'est vrai qu'on a aussi été habitué à vivre dans un environnement de liquidité abondante. Il y a toujours de la liquidité, mais elle coûte plus cher. Et un certain nombre d'établissements de crédit freinent, voire arrêtent l'activité de crédit plutôt sur le marché des particuliers. Sur le marché des entreprises, les banques continuent à jouer leur rôle. Alors nous, on est une entreprise qui, chaque année, injecte 6 milliards de financement dans l'économie locale, 3 milliards pour financer les projets immobiliers de nos clients particuliers et 3 milliards pour financer les collectivités locales, pour financer les entreprises. Et on a conservé les mêmes volumes de liquidité cette année. Donc nous, on va continuer à faire notre job, c'est-à-dire prêter, participer en tant que TI du territoire au développement économique et en accompagnant tous nos clients, du public et du privé, de la TPE à l'ETI, et c'est vraiment important. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'on le fait avec des outils différents, et je pourrais développer un peu, parce qu'aujourd'hui, l'outil dette est un outil important. Pour autant, on ne regarde pas de la même façon en tant que banquier les projets de nos clients. On parlait tout à l'heure dans les tables rondes précédentes des enjeux de décarbonation. On a des vraies stratégies, nous, en tant que banquiers, sur l'analyse de nos portefeuilles de crédit, sur l'analyse de nos politiques de risque de crédit et sur nos produits en eux-mêmes qui sont complètement différents de ce que l'on pouvait avoir sur le marché il y a quelques années. Donc en clair, il faudrait mettre un peu plus de fonds propres. Ce que je disais, il y a besoin d'avoir peut-être, on va en parler avec les acteurs, les fonds, des niveaux de capitalisation plus élevés qu'auparavant. Il faudra travailler avec les deux grands outils que sont la dette et l'equity. Et monsieur en parlera, il y a des outils aujourd'hui où on a mis autour de la table des acteurs publics et des acteurs privés, c'est le cas de Terranea, qui viennent soutenir des PME, des ETI du territoire. Et sur le volet dette, il y a des outils formidables. Pour vous donner peut-être un exemple très concret, nous on a créé il y a 24 mois le prêt impact. Le prêt impact, c'est quoi ? C'est un produit dans lequel on a dit à nos clients, nous, on veut vous encourager à prendre des engagements de performance environnementaux ou sociaux qui vont au-delà de la réglementation. On est dans une logique incitative, on ne veut pas mettre le petit coup de bâton à ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs individuels. On a créé un prêt impact environnemental ou social, on a défini une vingtaine d'indicateurs, on a d'ailleurs fait auditer par Vigeo, qui est une filiale de Moody's spécialisée dans l'analyse extra-financière, nos indicateurs. Et on dit aux clients, si tu atteins les objectifs dans ton contrat de crédit qui vont au-delà de la réglementation, et je vais vous donner un exemple très concret juste après, eh bien on vient minorer le taux d'intérêt. Et ça, je crois que c'est des outils qui sont essentiels pour nos clients, qui vont chercher dans un contexte de taux long à minorer leurs frais financiers. Et très concrètement, c'est quoi ? C'est il y a quelques semaines, un client, une entreprise dans le secteur de l'immobilier qui a financé un projet. La loi, elle impose sur les obligations réglementaires de logement pour les personnes à mobilité réduite d'avoir 20% des nouveaux logements depuis 2019 qui permettent d'accompagner des personnes et d'accueillir des personnes en situation de handicap. Eh bien, notre client, on lui a dit, si tu fais 30% de ton actif adapté au PMR, eh bien, on va bonifier le taux d'intérêt de 10 points de base. Ça, concrètement, c'est des outils très opérationnels qui permettent de baisser la charge financière et qui encouragent à créer des projets vertueux pour des sujets d'inclusion, de handicap ou environnementaux. Et puis ensuite, il y a le volet equity. Il y a un certain nombre d'outils aujourd'hui qui existent sur le territoire, Terranea, mais d'autres outils. Nous, on porte aussi des fonds ENR pour accompagner le développement de projets photovoltaïques et éoliens offshore et onshore sur notre territoire. Et monsieur le secrétaire général de la préfecture l'a dit, on a beaucoup de projets de décarbonation à accompagner. Et nous, on doit prendre notre part, c'est notre rôle aussi, que d'accompagner en tant que banquier ces grandes transitions. Alors, très bonne transition pour passer la parole à votre voisin Dimitri de Lanversin, donc Terranea.
peut-être présenter ce fonds et puis peut-être réagir à ce qui a été dit sur les contraintes de financement. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui arriver à financer des projets à impact? Merci. Bonjour à tous. Donc Terranea est un fonds d'investissement qui a été créé par la région Sud, qui a investi dans le fonds aux côtés donc, de la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, la Banque des Territoires, BPMed, Total Energy et EDF, afin de financer la transition écologique dans la région. C'est un fonds qui investit. Donc la transition écologique, c'est assez large. Ça inclut la production, la distribution et le stockage de l'énergie. Donc ça va être de l'hydrogène, de l'électricité, de l'efficacité énergétique, de la décarbonation de l'industrie, l'économie circulaire ou des réseaux intelligents. Donc c'est un scope très très large, un fonds régional. Le fonds investit en equity ou quasi-equity pour des montants de 1 à 5 millions dans des projets d'infrastructure en développement avancé ou prêt à construire ou pour accompagner des entreprises, donc des PME régionales dans leur développement économique. C'est un instrument qui fournit de l'equity donc, aux projets d'infrastructures régionaux et aux PME pour leur permettre d'accélérer leur développement. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'interventions que vous Alors, avez dans c'est un votre fonds très jeune qui a un peu plus de 2 mois d'existence, donc pas encore d'investissement réalisé. Donc on regarde en effet... Vous voyez arriver Carbone sur Fos et vous vous dites que ça serait un projet dans lequel vous auriez investi? Alors c'est un super projet régional qui... Je dis ça pour mon ami Raphaël. J'ai peut-être pas besoin d'argent, mais... tout à fait, oui. Et on regarde essentiellement des projets d'infrastructure en phase de développement assez avancé qui sont installés dans la région, qui permettront de décarboner l'industrie. Vous n'avez pas donné la taille du fonds? Oui, c'est un fonds de 40 millions d'euros actuellement. Mais qui a vocation à grandir. Vocation à grandir à hauteur de 60-80 millions d'euros. Je parlais des difficultés, on va peut-être parler maintenant un petit peu des risques, parce que c'est dans la finance, il y a évidemment l'incertitude, et l'incertitude, c'est le risque. On en a un petit peu parlé. Alors, peut-être pour commencer avec vous, sur le prêteur en dernier ressort, c'est un peu l'État en ce moment, sur la transition écologique. Il est là pour combler les failles de marché ou les défaillances du marché. C'est un peu le rôle de France 2030, et puis d'amorcer des projets. Mais comment est-ce que vous coopérez? Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait des acteurs privés qui soient dans les projets qui sont financés par France 2030? Ah oui, France 2030 vise d'abord des projets privés. Alors, la coopération, elle se situe à 2 niveaux. Il y a d'abord le aller vers sur les PME que j'évoquais tout à l'heure, et puis sur des plus gros projets. Vous avez cité Carbone, mais il y en a d'autres. L'idée, c'est aussi, au-delà du financement, de se mettre en mode projet sur un certain nombre de procédures administratives, environnementales, qui sont parfois très lourdes pour les porteurs de projets, mais qui nécessitent que l'administration au sens large, avec les collectivités locales, se mette en ordre de marche pour faciliter l'arrivée du projet. Donc voilà des illustrations de l'aide de la puissance publique sur ces types de projets innovants. Jérémy Strader parlait tout à l'heure de la montée des critères extra-financiers. C'est des critères qui sont pris en compte dans le process de France 2030, la vertu écologique et sociale? Alors, par définition, le rôle de l'administration, indépendamment de France 2030, quand elle met en œuvre les procédures administratives, réglementaires, vise justement à préserver certains biens environnementaux. Parfois, d'ailleurs, on critique le législateur ou l'administration d'être trop exigeante. L'un des exemples, on s'est aperçu que un des sujets majeurs, c'est les compensations environnementales. La législation prévoit que quand vous détruisez, par exemple, des espèces protégées ou des zones humides, vous avez l'obligation de soit d'éviter, soit de reconstituer, de compenser. Et le problème, c'est qu'il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit, et donc il y a la nécessité d'avoir
bagage scientifique pour mesurer les compensations et puis identifier les lieux de compensation. Et donc c'est un gros travail qu'on engage avec le GPMM, la métropole et le département, parce que ces 3 acteurs disposent de fonciers importants, susceptibles d'être améliorés sur le plan de la compensation et donc de servir de, entre guillemets, banque de compensation pour les projets qui visent à artificialiser. Donc ça, et l'objectif, c'est, on sait le faire sur quelques petits projets. Le problème, c'est quand vous avez 11 milliards d'euros d'investissement, il faut changer d'échelle, il faut industrialiser tout ça et s'organiser sur des outils plus modernes, avec notamment des banques de données consultables à distance. Peut-être Jérémy Estrader sur cette montée des risques, parce que vous avez parlé de la hausse des taux, mais ça commence à avoir un impact sur l'économie. Alors l'inflation sera peut-être vaincue, j'espère, mais l'économie peut l'être au passage, en tout cas au moins provisoirement. On parle beaucoup, enfin, on est déjà plus ou moins en récession en zone euro et plus ou moins également en France. Alors c'est une drôle de récession, parce que c'est une récession avec emploi. C'est, en tout cas à date, il n'y a pas d'impact sur l'emploi, puisque ça se porte bien, mais on sent bien une inquiétude quand on parle, nous, la tribune, aux chefs d'entreprise, sur la fin de l'année, sur l'année 2024. Non, mais c'est évident que forcément il y a de l'inquiétude parce que le cycle économique est complexe. Alors on n'est pas en récession parce que la récession c'est 2 trimestres avec une croissance négative, et même si au T1 on est à moins 0,1, on sait qu'on aura une croissance molle ou proche de 0. En revanche, c'est vrai que ce que l'on voit, c'est que on voit que les marges de nos entreprises se tendent, que les trésoreries se tendent, que des projets mettent un petit peu plus de temps à sortir. Pour autant, notre métier, nous, c'est de prendre des risques, c'est d'accompagner les projets, de travailler entre le public et privé. Je crois qu'il ne faut vraiment pas du tout que l'on s'oppose. Au contraire, on a besoin de travailler de concert pour, nous, amorcer un certain nombre de projets qui vont permettre la décarbonation de notre activité, de notre économie. Donc je crois que nous, banquiers, on a un rôle essentiel à jouer avec un certain nombre d'outils. On parlait de l'outil de dette, de l'outil equity. Il faut qu'on soit le plus en amont des projets et puis qu'on fasse notre job. C'est encore une fois de prendre des risques, de mettre de la liquidité sur le marché. Et certes, on rentre dans une période agitée, mais les chefs d'entreprise, finalement, depuis 24 mois, ils vivent des chocs, des tempêtes. C'est leur métier, c'est devenu leur quotidien que d'absorber les chocs. Et encore une fois, depuis le Covid, ils ont démontré leur capacité de transformer leur modèle. À nous de les aider, de leur donner les bons outils, même si la conjoncture est complexe, le contexte de taux est compliqué, que les pressions inflationnistes font que certains entrepreneurs, 60% des entreprises sur notre territoire, n'arrivent pas à répercuter la hausse des prix dans leurs produits. On rentre dans une période un peu agitée, mais nous, banquiers, on sera là à leur côté. Vous êtes aussi là pour amortir les cycles, en général. C'est une de vos fonctions. Peut-être demander à Cécilia Emiliani également comment vous voyez, vous, les projets sont plus difficiles à monter, à financer, ou au contraire, c'est plutôt une question de sélection chez vous, parce qu'il y en a énormément, il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui vous sollicitent. Oui. Alors, il y a plusieurs dimensions dans cette question. La première, c'est que nous, on n'intervient vraiment que sur des projets engagés, mais l'engagement pour nous, c'est vraiment, on le définit comme la finalité des projets qu'on accompagne, et on regarde cet engagement sur la base de plusieurs dimensions. Et ce qu'on constate à la lumière du nombre de projets assez importants finalement qu'on a financés dans la région depuis qu'on existe, c'est que la mise en place de pratiques durables et responsables, c'est plutôt un facteur de réduction des risques sur le long terme et de sécurisation des emplois, par exemple, de pérennité globalement des modèles économiques. Donc, le contexte actuel, il est évidemment défavorable à toutes les structures, mais comme on intervient sur un segment depuis longtemps d'entrepreneurs engagés et qui ont vraiment cet engagement dans leur finalité, on constate finalement que le risque est moindre par rapport à l'économie traditionnelle, ou en tout cas à des entreprises moins engagées, ce qui est plutôt de nature à, là aussi, créer du mouvement et attirer, on l'espère, plus de financeurs vers ce type de modèle. Bon, Dimitri de Lamversin, pour conclure cette table ronde, 40 millions d'euros quand même, et peut-être le double à un horizon approché, vous allez être extrêmement sollicité. C'est beaucoup d'argent qui vous avez déjà défini un peu une politique d'investissement. Quand est-ce que vous allez faire votre premier deal? Oui, tout à fait. Donc, la politique d'investissement est totalement définie. Il y a beaucoup d'activités dans la région, on voit beaucoup de projets actuellement. On espère closer les premiers deals dans les mois à venir. On a des deals assez avancés.
Il y a un très gros dynamisme et ça permettra de développer davantage la transition écologique régionale. Très bien. Bah, écoutez, on va s'arrêter là parce qu'on me dit stop sur le panneau. Merci à tous les quatre.